Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'accueille Luc. Luc, bienvenue, merci. On va parler Pinterest Ads aujourd'hui, un sujet assez niché et hyper intéressant pour le coup. Donc, merci d'être venu. Je te laisse te présenter rapidement pour expliquer qui tu es, ce que tu fais, etc. Carrément, déjà merci beaucoup Kylian pour l'invitation. Donc, moi, je m'appelle Luc Bermond, je suis fondateur de Pinaz, donc j'ai monté une agence qui est spécialisée sur Pinterest il y a 4 ans. Donc on fait uniquement du Pinterest, pas de TikTok, Google, Meta ou autre. Ok. Uniquement concentré sur Pinterest et ça à destination principalement de marques e-commerce. Trop cool. Et niveau marque, est-ce que tu as des marques intéressantes? Avec quel type de marque tu travailles aujourd'hui? Ouais, je parlerai de l'audience spécifiquement de Pinterest, parce qu'il n'y a pas Ouais. toutes les marques qui peuvent matcher avec Pinterest. Mais on accompagne du coup des marques dans la décoration, on accompagne les magasins But par exemple. On accompagne des marques dans différents secteurs après, thématiques de la beauté, luxéole par exemple. Ok. Donc c'est des marques, en fait, il faut vraiment penser en termes d'audience sur Pinterest, c'est super important. Il y a principalement des femmes sur la plateforme, donc c'est plutôt des marques avec une audience qui est plus féminine, Ok. une audience qui a plus de 25 ans. C'est vraiment la cible de Pinterest. Une audience qui a plus de 25 ans, majoritairement féminine, il y a plus de 60% de femmes en France. Donc voilà, toutes les marques qui peuvent englober ces catégories-là, que ce soit dans la mode, la beauté. Donc dans la mode, on a des références comme The Frankie Shop, c'est une marque plus de luxe. Ok. Et ça marche bien dès qu'il y a des paniers moyens assez élevés, vu que Pinterest, on est sur une audience qui est assez qualifiée. Des personnes qui sont en phase d'inspiration, donc il y a souvent plusieurs touchpoints. Ok. Et même avec des paniers moyens élevés, il y a une possibilité de taper sur du high ticket, donc des produits à plusieurs centaines d'euros sans trop de soucis. C'est un peu une des forces de la plateforme, à condition d'avoir des visuels de bonne qualité. Ouais, mais je pense que là, dans cette explication, tu as plein de sujets qu'on va aborder Ouais. tout au long de l'épisode. Donc, à la fois l'audience, quel type d'entreprise peut se lancer? Est-ce qu'il n'y a que les grosses entreprises? Donc, tu as cité quelques gros noms, mais est-ce qu'il y a des petites aussi, tu vois, des TPE ou des startups ou des entreprises qui font, je sais pas, moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires qui voudraient se lancer? Les visuels, etc. Donc, je pense qu'on va essayer de balayer tout ça dans l'épisode. Ça va être super intéressant. On va commencer peut-être avec la base des bases. Quel genre d'entreprise? Est-ce que si on a une entreprise qui fait moins de 10 000 euros, qu'on veut se lancer, c'est adapté? Ou alors est-ce qu'il faut peut-être prioriser, mettre la priorité sur d'autres canaux, peut-être plus classiques, genre Meta et Google, avant d'aller sur Pinterest? Bien sûr. Ce qu'il faut penser surtout, c'est, encore une fois, c'est vraiment par rapport à la taille, c'est plus l'audience dans un premier temps. Il faut que l'audience match, qui est justement des personnes qui recherchent activement des mots-clés sur la plateforme, parce que Pinterest, petit aparté, c'est vraiment un moteur de recherche et pas un réseau social. Ok, donc les personnes sont vraiment en quête d'inspiration et tapent des choses dans le moteur de recherche, donc on peut analyser facilement qu'est-ce que ces personnes recherchent. Et ça, en fonction de ça, du coup, s'il y a des volumes de recherche dans une niche bien précise et que l'entreprise répond à ces problématiques, il n'y a pas de souci, peu importe la taille de l'entreprise. Donc, on peut démarrer une campagne publicitaire sur Pinterest avec de la performance à 5 euros par jour, typiquement, et après monter graduellement. Mais il n'y a pas, du coup, de minimum de chiffre d'affaires ou autre. Ce qui est bien, c'est que vu qu'il y a moins de concurrence comparé à Meta, même à Google, typiquement, à 5 euros par jour, on va cibler un peu plus de 2000 personnes, parce que les coûts par 1000 impressions publicitaires sont entre 1 et 2 euros. Donc, c'est un sacré avantage, mine de rien, même pour démarrer sur des petits budgets. Ah ouais, c'est vrai que c'est vraiment pas cher. Parce qu'en gros, les CPM sur Facebook, donc les coûts par 1000 impressions, sont entre 5 et 6 euros. Et là, sur Pinterest, on est quasiment divisé par 4 ou 5. Donc, c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est une plateforme de recherche. C'est-à-dire que les personnes vont aller là-bas pour taper, je sais pas, déco anniversaire, déco salon, style bohémian, des trucs comme ça. C'est ça. Et du coup, quand tu fais les publicités sur une Pinterest, qu'est-ce que c'est? Tu cibles des mots-clés ou tu cibles des produits? En fait, tu as à la fois ce ciblage de mots-clés comme sur Google, exactement, et le ciblage par centre d'intérêt comme sur Facebook. Ah, t'as les deux? Ouais, c'est les deux. Okay. Donc en fait, c'est un peu un mix des deux, Pinterest, où tu peux faire du ciblage par intention, du ciblage un peu plus large, même du broad, hein, c'est également possible. Et il y a également un troisième type de ciblage, c'est tout ce qui est shopping, campagne shopping, comme un peu performance max sur Google, enfin les campagnes shopping de Google, pardon. C'est exactement la même chose sur Pinterest, où tu vois typiquement un fauteuil qui te plaît, derrière tu vas pouvoir cliquer dessus et voir les fauteuils de cette gamme-là, enfin pas de cette gamme-là, mais de cette couleur-là, de cette forme-là, pour pouvoir les acheter directement avec le prix qui est référencé. Et ça, c'est très puissant en termes de conversion. C'est de la recherche visuelle, en fait. Stylé. Et du coup, c'est toi qui choisis quand tu fais la campagne, c'est si tu vises les intérêts ou les mots-clés. C'est ça. Et du coup, des fois, tu fais les deux campagnes en même temps pour un même produit, quoi. Ouais, c'est ça, mais on aime bien quand même séparer les campagnes d'intérêt et les campagnes de mots-clés, parce que quand tu mélanges les deux, ce qui va se passer, c'est que l'algo, il va se dire, bon, ok, les centres d'intérêt, c'est des millions de personnes, je vais privilégier les centres d'intérêt, il ne va pas dépenser dans les mots-clés. Donc, c'est toujours des campagnes par centre d'intérêt et par mots-clés, et shopping en plus. Ça, c'est des campagnes à part, ouais.
Ok, super intéressant ça. Et donc les styles de marque, tu disais, c'était plus celles qui s'adressent aux personas donc de la plateforme, c'est-à-dire les femmes qui ont plus de 25 ans, qui vont être plutôt sur de l'inspiration. Ça peut être de la déco du coup, peut-être Ouais. des bijoux. Bijoux, exact. De la mode, beauté, mariage. Il y a beaucoup typiquement de personnes qui s'inspirent pour des moments de vie. Donc l'arrivée d'un nouvel enfant, Ah typiquement. ouais. Mariage, tout ce qui est événement de vie de manière générale, ça marche très bien. Tout ce qui est objet personnalisable. Dans la santé, il y a pas mal de personnes qui recherchent même des recettes de cuisine, etc. Donc dans la nutrition, ça peut s'ouvrir là-dessus. Ok. Dans le sport, il y a Decathlon qui est un des top comptes où justement on peut s'inspirer pour différentes idées de sport. Donc c'est quand même assez large, mais les top 3 thématiques, ça reste décoration, mode et beauté globalement. Ok, putain, génial. Et au niveau des visuels, Mm. comment on fait, tu vois, est-ce qu'il faut diffuser des visuels, on va dire juste photos, pour que les gens s'inspirent et du coup cliquent, etc. Ou alors est-ce qu'on peut mettre, comme sur Meta, on pourrait le faire, des visuels avec tu sais, des titres un petit peu accrocheurs, des mises en avant de bénéfices ou de choses comme ça? Ouais, donc là il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, la créative, elle est vraiment composée à 90% de visuels et la partie texte, copywriting, c'est rien, c'est même pas moins de 10%. Ok, Donc vraiment, il y a tout qui se joue dans la partie créative, quitte à mettre du texte sur la créa et non pas à l'intérieur. Et non pas mettre le copywriting dans un titre Ouais. comme sur Facebook. Ça, c'est super important. Après, en termes de format qui est dispo, donc on a le statique qui fonctionne très très bien parce qu'on peut faire des publicités qui ne ressemblent pas à des publicités. Nous, on a Ok. des top créatifs, typiquement, on met pas de logo, on met pas de titre, vraiment juste quelque chose de très simple, très épuré pour vraiment que les personnes s'imprègnent de la créative et restent dans cette phase d'inspiration. Donc ça, c'est le premier type de créatif, statique. Deuxième type, c'est la vidéo. Donc la vidéo, Ok. il y a différents formats. On peut reprendre même les best practices de Facebook, ça marche très bien. Tout en restant quand même sur de l'inspirationnel, parce que tout ce qui est inspirationnel sur Pinterest, ça marche très très bien. La personne s'inspire. Le fonctionnement, c'est ça, hein. La personne arrive dans un premier temps, elle s'inspire. Étape numéro 2, elle va dire, ah, ok, j'aime bien cette marque, j'aime bien ce contenu, je vais cliquer, je vais un peu chercher. Et on a souvent des personnes qui sont assez curieuses, donc qui scrollent beaucoup sur le site, etc. Et après, l'avantage, et ce qui va être super important, c'est vraiment de recibler ces personnes-là derrière sur Facebook, sur tous les canaux, etc. Parce qu'on est souvent sur un premier touchpoint et des fois, il faut plusieurs touchpoints. Donc, pas oublier de lancer des campagnes de reciblage, c'est très important. Mais pour en revenir au format, du coup, la vidéo, elle est bien disponible. Et ce qui est intéressant, c'est que même une vidéo courte de 6 à 10 secondes, ça passe parce que les vidéos sont jouées en boucle sur Ok. Pinterest. Donc, il faut juste s'assurer d'avoir une bonne transition. Ouais. Et en best practice, nous, on voit que même des créatives qui marchent très bien sur TikTok marchent bien sur Pinterest. Donc, Ok. en reprenant les bonnes pratiques, c'est du format qui est vertical. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est 9 pas du 16e. format. Ouais, exact. 9 16e. Et l'idéal, c'est du 2 tiers. 1000 par 1500 pixels, c'est entre le format d'Insta et le format de TikTok, Ok. globalement. Donc, on a ce format-là. Ouais. Et après, on a le carrousel qui est dispo. Ça, c'est bien pour naviguer entre différentes collections, pour des marques de mode, admettons même pour de la déco, hein, pour voir différents mobiliers ou autres, ça se fait très bien. Ouais, c'est vrai que pour la mode, ça peut être intéressant. Plein de gens qui viennent chercher des tenues ou quoi. Mm. Et on a les campagnes collection, c'est un peu un mix de ça, où tu vois une image et derrière, tu vas pouvoir taguer tes produits sur la créative. Donc, admettons, ici, on prend ce setup ici, il y a un micro, un fauteuil. Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir identifier, OK, le micro qui est à ce tarif-là, le fauteuil qui est à ce tarif-là, et les voir sous la créative en épingle produit. Ok. Donc ça, c'est vraiment... En fait, la vocation de Pinterest, c'est vraiment de driver toutes ces fonctionnalités shopping. Et ça se fait de plus en plus. C'est les campagnes avec le plus de performance, parce que les personnes peuvent voir le prix et directement aller acheter sur le site en quelques clics, quoi. Trop bien. Stylé. Et du coup, tous ces avantages de Pinterest, c'est intéressant. Et comme tu as dit, c'est top d'ailleurs de faire du retargeting. Donc pour les personnes qui viennent s'inspirer, chercher des tenues, chercher de la déco, des trucs comme ça, donc ils vont taper leur recherche dans Pinterest, voir la publicité, kiffer, etc. Et ensuite, lorsqu'ils vont sur le site, peut-être pas forcément acheter derrière, mais ce qui peut être intéressant, c'est ce combo, en fait, la complémentarité avec les autres réseaux sociaux, qu'une fois qu'ils sont arrivés sur ton site, ça va faire, on va dire, ça va toucher le pixel Facebook aussi, le pixel Snap, le machin, pour que derrière, avec des campagnes qui seraient sur Facebook, tu puisses diffuser d'autres messages ou d'autres vidéos pour leur montrer à quel point le produit est cool et qu'il faut pas l'oublier, il faut l'acheter, quoi. Et ça amène vraiment de la fraîcheur, parce qu'en Ouais. plus, tu drives beaucoup de clics qui sont pas chers. Ouais, Derrière, c'est ça ça. alimente à fond Facebook. Même si tu vas peut-être pas avoir la première conversion sur Pinterest directement, tu vas pouvoir la recibler sur Facebook, comme tu le dis. Ok. Et derrière, ça amène pas mal de fraîcheur, surtout même sur des périodes comme le Q4 où il y a de la concurrence à fond. Ouais. Sur Pinterest, les CPM, ils bougent pas trop. Donc Ok. c'est vraiment cool sur des journées comme le Black Friday ou autre, où là, il y a beaucoup d'annonceurs qui sont présents, les coûts qui explosent. Sur Pinterest, c'est pas encore le cas. Je pense dans le futur, ça le deviendra. Mais pour Ouais. l'instant,
pour l'instant, on est assez privilégié là-dessus. Ouais. Ouais, c'est une super idée ça, ouais, du coup, pour on va dire alimenter des nouveaux bassins d'audience. Parce que ce qu'on fait souvent avec Facebook, c'est qu'on va diffuser de la publicité sur des intérêts, parce que C'est nous, on ça. n'a pas les mots-clés. Mais une fois qu'on a plus les intérêts, des fois on teste en broad, mais c'est beaucoup plus difficile de lookalike, cibler, ouais, etc. Mais si on arrive à faire une complémentarité avec Pinterest sur des mots-clés ou des catégories de produits vraiment stylées et à nourrir, en gros, c'est comme une audience d'acquisition après sur Facebook, ça permet ouais, d'avoir un combo hyper intéressant, surtout quand comme tu dis, lors des fortes périodes, pour limiter les tarifs trop élevés, parce que Q4 sur Facebook, les tarifs, c'est n'importe quoi. Ouais. Les coûts de diffusion sont limite x2, x3 des fois. Donc, ok, ouais, super. Après, super c'est un bon. mix marketing. Et après, nous, ce qu'on conseille de faire, c'est qu'il y a toujours ces problématiques d'attribution derrière. Ouais. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est justement mettre un formulaire post-achat pour voir où est-ce que les personnes nous ont découvertes. Ok. Donc ça, là-dessus, voilà, comme ça, on peut vite voir la part de Pinterest dedans. Et c'est un bon moyen, finalement, de traquer au-delà de la vue par rapport à on-platform, Ouais. où justement, il peut avoir de la double attribution. Parce que du coup, le formulaire, tu le mets sur le Shopify, par exemple, dès qu'ils ont fait l'achat. Exactement. Où nous Dedans. avez-vous trouvé? Ok. Ça, tu fais ça. C'est dur à installer ou c'est un petit plugin? Ça, c'est pas nous qui le faisons directement, c'est les clients et ça dépend vraiment des thèmes, etc. Mais après, ça peut être fait même avec un typeform en soi. Il y a rien juste vraiment pour trouver la source. Et ça, c'est super important pour avoir de la bonne remontée de données et derrière mieux attribuer les canaux en fonction de ça. Ouais. Après, oui, il y en a des fois, ils doivent avoir la flemme ou d'autres, peut-être, ils se rappellent pas s'ils ont vu la pub sur Pinterest il y a 2 semaines. Ça peut être biaisé aussi, hein. Ça peut être biaisé, mais ça fait de la data supplémentaire. Au moins, t'as un œil là-dessus, quoi. Ok, super. Et par rapport, du coup, on va dire plus au paramétrage des campagnes, est-ce que tu as des bonnes pratiques, par exemple des choses qu'il faudrait mettre en place, s'assurer de les avoir en amont de lancer des campagnes? Yes, carrément. Là, il y a pas mal de choses à dire. Donc, première chose, c'est que déjà, l'algo, il est vraiment différent. Ok. Tu as un algo qui est long au démarrage. Donc, si tu mets Facebook versus Pinterest en 7 jours, Facebook sera meilleur, ça c'est sûr, parce que l'algo met du temps à trouver les bonnes poches d'audience, à faire un matching avec les bonnes audiences en face des bonnes créas. Ça met du temps, cette partie-là. Donc ça, à ce niveau-là, c'est indéniable. Pinterest est moins bon sur cette première phase. Et après, on a des coûts par achat qui baissent, des retours sur investissement qui augmentent. Ça se fait au fur et à mesure. Mais souvent, il y a cette première phase-là de 7-10 jours qui est moins bonne. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment de démarrer tout le temps sur des petits budgets. Même démarrer, j'ai parlé au démarrage de 5 € par jour. En vrai, il n'y a pas de souci à lancer sur des petits budgets pour les personnes qui n'ont pas forcément énormément de budget. Sur des marques qui ont un peu plus de budget, démarrer à 20-30 € par jour par campagne, c'est OK. Mais démarrer à plusieurs centaines d'euros par jour par campagne, c'est pas forcément le plus judicieux. Parce qu'il va avoir. Enfin, en fait, c'est la mauvaise phase de Pinterest, il faut juste la passer. Et il y a beaucoup de personnes en fait, qui font des tests de Pinterest sur quelques jours et après qui cut, alors que c'est juste la mauvaise phase. Et nous, on le voit clairement, les premiers jours, on est habitué à ça. Des stats qui sont pas bonnes et après ça décolle petit à petit une fois que l'algo comprend ce qui marche moins bien. Donc ça c'est déjà la première chose, lisser son budget publicitaire pour passer cette phase d'apprentissage. Et une fois que c'est fait, en termes de bonnes pratiques, séparer les centres d'intérêt des campagnes par mots-clés et des campagnes shopping comme je l'ai indiqué. Et du coup jouer sur ces 3 tableaux parce que ça dépend des comptes, mais il y a des comptes qui ont beaucoup de produits, un gros flux produit. Là, il faut vraiment jouer sur la partie shopping. Il y a des comptes où il n'y a pas trop de personnes qui sont vraiment en intention, qui tapent des mots-clés purs sur la plateforme. Donc là, la partie mots-clés peut-être un peu moins performante que la partie centre d'intérêt. Et à contrario, il y a justement certains produits qui sont beaucoup recherchés sur Pinterest. Et là, il faut foncer sur les mots-clés pour être sur des personnes en intention. Donc le but, c'est de jauger entre ces 3 tableaux-là et tester les 3 dans la mesure du possible au démarrage. Parce qu'on peut avoir de belles surprises là-dessus. Et après, encore une fois, tester pas mal de créatives. On a fait un focus là-dessus, mais cette partie-là, elle est cruciale parce que sur Pinterest, le texte ne fait pas de différence. On est en compétition face à pas mal d'épingles, donc tout ce qui est images, vidéos sur le feed. Du coup, c'est super important d'en tester pas mal, même si ça ne demande pas une grande fréquence de rotation. Quand tu as une créa qui marche bien, elle peut marcher vraiment entre 6, 8, 10 mois sans souci. Mais il faut la trouver et quand tu peux l'optimiser, il faut pas hésiter à itérer là-dessus. Donc globalement, pour résumer, budget faible au démarrage pour passer la phase d'apprentissage, splitter entre les différentes typologies de campagnes pour jouer sur les 3 tableaux. Et derrière, en termes de créative, pas hésiter à en tester pas mal au démarrage, même en termes de format, tester du statique, de la vidéo, du carrousel, mais surtout du statique, de la vidéo. Carrousel, c'est plus dans un second temps quand on veut scaler, admettons. Mais déjà validé avec ça, il y a déjà pas mal de belles choses à faire. Ok, tu vois, au niveau du budget, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas du tout le mot, mais ça me correspond.
Ouais, je dis trop de la merde depuis que j'ai plus de voix. Non, au niveau du budget, ça me choque pas ce que tu disais, du coup 5 euros. Parce qu'étant donné que les coûts de diffusion sont 4 fois moins chers que Facebook, carrément, Ouais. et bah, c'est cohérent parce qu'au final, tu touches quand même beaucoup de personnes. Parce que sur Facebook, par exemple, je recommande pas de commencer avec 5 euros par jour parce qu'au final, tu vas toucher quoi, 1000 personnes, même pas. Donc, le recul que tu auras sur la data est nul. Alors que si tu mets 20 euros par jour, tu vas en toucher plus. Et moi, ce que je recommande, le minimum sur Facebook, serait d'être à 20-25 euros par jour. Ce qui correspond, en fait, qui est assez cohérent avec Pinterest, où tu seras à 5 euros par jour pour toucher le même nombre de personnes. Et donc, en plus, comme sur Pinterest, tu as toute cette phase un petit peu inspirationnelle. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas non plus que les premières semaines ne soient pas forcément les meilleures, parce que c'est toutes ces premières semaines où les gens vont te découvrir, ils vont voir, et ils ne sont pas dans un processus d'achat instantané. Quand ils vont sur Pinterest, ils sont plus là pour se donner des idées et trucs comme ça. Et je pense que c'est sur le long terme, donc tu as un processus d'achat qui est plus long, quoi. Et ça, c'est super important à comprendre, hein, que vraiment, les cycles d'achat sont différents entre les plateformes. Sur Facebook, Instagram, TikTok, on est vraiment sur un réseau social où il y a vraiment cette part sociale qui est présente. Sur Pinterest, même les personnes s'abonnent très peu, like très peu. On est plus sur une plateforme finalement d'introvertis où on va regarder ce qui nous plaît pour nous. On va enregistrer ça dans nos tableaux, qui sont des différentes catégories pour une sorte de mood board, enfin une sorte de différents tableaux qu'on va classer. Admettons, je veux refaire mon appartement, derrière, je vais pouvoir classer des épingles dans différents tableaux, salle de bain, cuisine, chambre, et derrière, quand je vais en magasin, typiquement, je peux regarder, ok, j'aimais bien ça, et ça, c'est vraiment un parcours typique d'achat sur Pinterest. Donc, on est un peu plus dans cette première phase, et c'est pour ça que les canaux sont assez complémentaires, c'est qu'on peut toucher les personnes dans différents niveaux de conscience aussi. Et sur Pinterest, on est bien sur cette première phase, mais ça permet d'influencer les personnes avant même qu'elles justement choisissent et soient fixées sur une marque en particulier. Même sur Pinterest, les personnes ne tapent pas de nom de marque. Tu as 97% des recherches qui ne contiennent pas de nom de marque. Ça, c'est énorme. Une personne ne va pas taper typiquement canapé Leroy Merlin. Elle va taper canapé gris. Et ça, c'est très important parce qu'on est vraiment sur cette première phase où les personnes sont assez ouvertes. Et ça, c'est pas du tout le cas typiquement sur Google où il y a beaucoup plus cette notion de marque. Donc voilà, c'est assez différent. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que t'es pas obligé déjà de payer super cher pour te positionner dans les top positions. Et tu peux te positionner même devant des gros acteurs parce que c'est le visuel qui prime avant tout, avant cette notion d'enchère, quoi. Ok. Et au niveau des visuels, du coup, c'est quoi le meilleur? C'est des pack shots, des photos très pro, ou alors aussi des photos organiques, type prise à l'iPhone, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux? Là-dessus, au plus ça fait un peu naturel, inspirationnel, pas forcément un gros studio avec des gros éclairages et autres, au mieux c'est. Même les créatives UGC marchent quand même bien sur la partie vidéo. Juste qu'il faut faire attention sur les UGC, c'est que le son il n'est pas lancé sur Pinterest, donc il faut mettre les sous-titres absolument. Donc on est sur un scroll qui est sans le son comparé à TikTok ou Instagram où il y a beaucoup plus le son qui est lancé. Ça, c'est important. Et après, non, tout ce qui est visuel d'ambiance, mais quand c'est assez UGC, prise à l'iPhone, c'est souvent de très bonnes performances. Donc au plus, c'est homemade, on va dire, au mieux c'est, quoi. Sans avoir des photos trop dégueu non plus, quoi. Vraiment des photos avec quand même un bel éclairage, bien sûr. quelque chose de très propre. En HD, mais il n'y a pas besoin forcément d'un gros studio de photos avec une ambiance, etc. C'est au mieux plus naturel, mieux c'est. Et donc sur ces images-là, le but des utilisateurs, c'est juste de récupérer de l'inspi. C'est qu'en fait, ils les enregistrent, ils les pin. Comment ça se passe Ils peuvent les enregistrer. Après, tu as vraiment la majorité des utilisateurs qui cliquent sur l'image et elles arrivent sur le site directement. Donc, en fait, ils ont la possibilité de les enregistrer. Mais quand ils les enregistrent, c'est souvent signe qu'ils vont y revenir plus tard. Donc là, il faut vraiment les recibler en retargeting à fond. Mais sinon, la majorité des personnes arrivent sur le site directement. Et du coup, c'est là qu'on peut les faire convertir. Et un facteur qui est important, qu'on teste beaucoup sur Pinterest, j'y pense maintenant, mais c'est vraiment le facteur couleur. Typiquement, vu que la partie visuelle est très importante, on va tester justement différents fonds. Si on a typiquement des sortes de mock-up où on peut changer, admettons on vend, je sais pas, des portraits, et derrière justement on peut changer la couleur du mur. Il faut vraiment tester pas mal d'habillages différents parce que cet aspect-là couleur est très important sur Pinterest pour bien ressortir dans le feed. Donc ce facteur-là couleur, il est super important et ça on n'hésite pas à le tester, que ce soit en créa statique, carousel et même vidéo. Et c'est des choses souvent qui nous font bien décoller en termes de performance. Dans la mode, il y a certains, on se calque vachement au volume de recherche. Il y a certains moments
précis de l'année où pour un pull, il y aura certaines couleurs qui vont se démarquer. Ok. Pour les canapés, typiquement, la tendance sur 2023, c'était les canapés gris. Ok. Du coup, on se positionne à fond là-dessus avec but, typiquement. Mais le facteur couleur est super important parce que souvent, on met mot-clé de la marque, enfin, mot-clé du produit, et derrière, la couleur, la variante couleur. Ça, c'est Ouais. vraiment des requêtes types qu'on a sur Pinterest. Bah, parce que si le mec qui tape canapé gris et toi que tu diffuses que des canapés rouges, en fait, C'est ça n'a pas de sens. Mm. Ok, donc les couleurs sont importantes. Et là, en 2024, il y a des tendances sur, par exemple, les vêtements ou les canapés. Ouais, alors en fait, chaque année, tu as Pinterest qui sort les Pinterest Predict. Donc, c'est les prédictions pour l'année qui vont arriver. Ok. Donc, ça sort fin 2023 à chaque fois. Et ce qui se passe, c'est que Pinterest va, par rapport au volume de recherche qui arrive, vu qu'on est en amont, on peut savoir qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois par marché. Et là, cette année, il y a différentes tendances, mais ça part un peu dans tous les sens. Ok. On sait que les aquariums, ça va ultra bien performer. Ah ouais. Les voyageurs en train, ça fait 2 ans que les personnes préfèrent naviguer justement et voyager en train. Donc il y a plein de tendances. Ça se retrouve sur le site Pinterest Predict. Il y en a 20, 30 différentes. C'est accessible pour le public, ça? C'est ça, ouais, Ok. exactement. Il y a différentes choses. Après, en tendance pure, en fait, on peut les trier par verticale, on peut les trier par thème, par génération qui regarde ça. La génération Z sera différente des autres générations. Ok, typiquement. ah ouais, Il y a c'est plus en plus complet de fou. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on peut voir, il y a les plantes en intérieur typiquement qui arrivent aussi à Ok. fond cette année. Mais typiquement, une marque peut vraiment voir est-ce qu'il va y avoir des gros pics de tendance qui vont arriver en amont. Et même, c'est des tendances de marché assez globales et pas que sur Ok. Pinterest. Donc ça, c'est Et toi, super historiquement, intéressant. tu regardes ça tous les ans. Ouais, en Et, décembre. et du coup, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison ou c'est mitigé? 8 sur 10. 8 sur 10, Ouais, ah ouais. 8 tendances sur 10 s'avèrent exactes. Et non, c'est souvent. En plus, c'est souvent des tendances en décembre, on se dit jamais ça arrivera. Hein. Ouais, Et finalement, 6 mois après, c'est là. Non, Ok. c'est très fort parce qu'en fait, ils se calquent vachement sur de la data aux US. Et après, en plus, des tendances qui sont décalées par rapport à la France. Du coup, ça arrive petit à petit, mais ils sont vraiment très très forts. Et c'est une étude qui est bien reconnue chez Pinterest. Trop bien. C'est l'une des choses qui sont vraiment spécifiques à la plateforme, quoi. Ok, c'est-à-dire les personnes qui soit ont un business et qui sont pas encore sur Pinterest peuvent aller regarder un petit peu les prédictions et voir si le volume de recherche, etc., sera dans les tendances et que ça peut valoir le coup de se positionner parce qu'il va y avoir un gros pic d'intérêt sur ce genre de produit. Donc, tu as les prédictions et après, tu as Pinterest Trends. Donc, ça, c'est comme le Google Trends pour voir les volumes de recherche sur Google, mais version Pinterest. Ça existe. Et les deux sont ultra complémentaires. Bah ouais, Donc, l'idéal, c'est de vraiment mixer, de regarder ces deux-là pour voir où est-ce qu'on se positionne. trop bien. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Et puis sur les habits, par exemple, il y a des couleurs là pour l'été, en fait, j'allais dire printemps. Après, pour tout ce qui est printemps directement, après, il y a même en termes de... Enfin, les couleurs, ça varie vachement en fonction de est-ce que c'est du luxe, pas du luxe, etc. Mais bien sûr, quand on arrive sur le printemps, c'est des couleurs un peu plus vives qui arrivent. D'ailleurs, en termes de prédiction sur 2024, c'est la couleur orange qui se démarque à fond, qui devrait arriver normalement cet été en force. Je n'ai pas vu venir celle-là. Moi non plus. Franchement, en décembre, quand tu vois ça, tu te dis bon... Bizarre. Mais ça, c'est une grande couleur qui arrive. Et après, on peut vite voir... Là, typiquement, on est au moment où on tourne ce podcast, ce qui se passe, c'est qu'il y a la saison des mariages qui arrive. Donc, tout ce qui est robe de mariée, il y a des volumes de recherche énormes qui arrivent. Il y a les premières soirées d'été qui arrivent également. Donc, ça, c'est pour cette partie-là. Après, on va basculer sur la rentrée. Donc là, c'est des volumes de recherche qui sont différents. Donc, la rentrée, derrière, c'est plus des outfits qui sont vraiment taillés pour... derrière remplir une nouvelle garde-robe, etc. pour l'année qui arrive. Donc les volumes sont très variés en fonction de la saisonnalité, mais on peut analyser tout ça et c'est super important de le faire avant de se lancer. Mais parce que du coup, comme les saisons avancent, les tendances changent, etc. Toi, dans tes campagnes de mots-clés, tu es obligé un peu de t'adapter, de suivre les tendances, de dire ok, là, le mariage à partir de mai jusqu'à septembre, il va falloir mettre mariage dans tous les mots, dans toutes les phrases, quoi. C'est ça, ouais. Et ça, après, comment l'appliquer également sur la partie créative, c'est très important. Donc, il y a toutes ces notions-là qui sont... parce que, vu que même c'est des mots-clés, tu mets des créatifs qui sont adaptés aux mots-clés. Ça, c'est technique. Du coup, tu es obligé d'avoir un gros stack d'images à diffuser, non ? Après, ça dépend
si on est sur des mock-ups, etc., c'est plus facile. Mais sinon, Oui. ouais, ça demande quand même des shootings assez importants. Après, tout dépend des volumes de dépenses. Déjà, juste des facteurs assez importants. Quand on shoot sur le printemps, sur l'été, on va faire des shootings plus en extérieur, typiquement. Et quand on est plus en hiver, enfin automne-hiver, c'est plus cocooning. Donc là, shooting intérieur. Déjà, de jouer sur ces variables-là, déjà, c'est déjà le 80-20, on va dire. Ok. Et après, un autre 80-20 qui est super important, c'est que même si une marque, tu vois, elle a, admettons, 50 produits, qu'elle n'a pas vocation à faire du Pinterest de base, elle n'est pas présente dessus, ce qu'elle peut faire, c'est juste déjà mettre son flux produit sur la plateforme. Ça va permettre, justement, que cette marque et ses produits soient identifiés dans Pinterest, en organique, donc, tu vois, sans dépenser forcément en publicité. Donc comme ça, une personne qui voit un produit précis, elle va pouvoir cliquer dessus, comme j'ai indiqué, et voir le prix. Mais ça, justement, c'est gratuit, juste de mettre le catalogue produit. Ok. C'est un super moyen, dans un premier temps, d'être diffusé en organique gratuitement. Et après, on peut le booster en publicité si on voit que ça marche bien. Mais il est déjà possible de faire pas mal de ventes, ne serait-ce qu'en organique, avec ce flux shopping. Et si, justement, on est sur une boutique multi-produits qui a énormément de produits là-dessus, c'est vraiment génial parce qu'on peut se positionner sur plein de mots-clés différents Ok. sans rien faire. Finalement, on diffuse juste le flux shopping. Et souvent, s'il y a une marque qui le fait sur Google, elle a juste à le faire en 2 clics sur Pinterest. Donc ça, c'est super efficient. Ok, parce qu'il y a des connexions qui se font facilement entre les sites et Pinterest comme ça. Ouais, en fait, c'est... Même, en fait, il y a une application sur Shopify, typiquement Pinterest Shopify. Tu la connectes, tu appuies sur 3 boutons connectés, tu fais les logs. Et puis c'est bon, tu as ton flux shopping. C'est aussi simple que ça prend 2 secondes. Quoi. Ouais, exactement. Si tu n'es pas sur Shopify, après, tu as d'autres extensions pour avoir des flux produits plus optimisés, etc. Mais si tu veux le faire vraiment 80-20, ça suffit amplement. Quoi. Ok. Et du coup, celle-là, ça va être que le catalogue produit, donc ça va être sous forme d'une sorte de carrousel. Et tes produits vont s'afficher comment du coup? C'est sur la base de mots-clés? Tu dois les définir en amont ou c'est Pinterest en fait, qui décide tout seul? C'est Pinterest qui décide en fonction du visuel. Ouais. Parce que déjà, il va scruter toute la page, les descriptions, les titres, etc. Donc il va pouvoir déjà bien se positionner. Mais il analyse vachement le visuel. C'est limite un facteur plus important que le texte. Il va savoir, ok, ça c'est un canapé, je vais le mettre vraiment avec les canapés sur Pinterest. Et ça qui est vraiment fort avec la plateforme, c'est que sur cette partie de la créative, le moteur il est ultra puissant. Donc voilà, il identifie de manière automatique, il n'y a rien à fournir de particulier. Tout est déjà fourni dans le site et il pioche en fonction de ce qu'il a besoin. Ok, ouais. C'est pour ça que c'est facile à mettre. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ne pas s'en priver, quoi. C'est dommage de s'en priver, surtout ceux qui sont sur Shopify, en 2 clics, c'est fait. Et puis si ça marche, ça te fait un canal d'acquisition en plus gratos pour le carrousel et voire plus si tu veux investir. Ça, c'est pratique. Et par rapport à ça, donc une fois qu'on faut un compte business manager, comment ça se passe si on veut faire des pubs en fait. Parce que sur Facebook, tu sais, as les deux. Tu as le booster un post qui est genre vraiment pas efficace, que je recommande pas du tout. Mais tu as le fait de lancer des publicités depuis le business manager. Et là, tu peux mieux cibler tes audiences, etc. Et là, c'est vraiment pertinent, tu vois. Tu as exactement c'est la même chose sur Pinterest. Ok. Il y en a qui boostent des épingles, mais ça marche pas du tout. C'est exactement la même chose. Et derrière, tu as vraiment un business manager Pinterest, du coup. C'est un peu, vu que tu connais bien Meta, tu vois, c'est un peu un Meta version un peu améliorée. Enfin, pas améliorée, mais simplifiée plutôt. Ok. Et là-dessus, en fait, c'est juste les principales différences, c'est quoi? C'est vraiment cette partie ciblage intérêt mots-clés que tu n'as pas sur Meta. Ouais. Donc, c'est un peu un mix entre Meta et Google sur cette partie-là. Mais après, du coup, tu as un business manager avec un pixel, pareil que sur Meta. Et une structure assez similaire où tu as différentes sections, la partie shopping. Et en termes de configuration des campagnes, tu as le niveau de la campagne, les ad groups, c'est les ad sets de Facebook qu'ils ont modifié un peu. Et après, tu as la partie annonce derrière pour mettre tes créatives. Mais en soi, c'est une structure assez similaire. Ouais. Et après, derrière, tu peux analyser tes reporting un peu comme sur Meta avec tous les KPI que tu veux. Donc, c'est comme le gestionnaire d'annonces, mais version Pinterest. Ok. Donc, j'ai l'impression que tout le monde a appris la régie de Facebook. Tu vois, quand tu fais des pubs sur TikTok, c'est pareil, tu as campagne, ad set, publicité. Quand tu fais sur Snap, c'est pareil, tu as campagne, ad set, publicité. Ouais, moi, quand tu maîtrises une plateforme, tu sais te servir de toutes les autres à peu près. C'est juste qu'il y a certaines petites modifications pour Pinterest, qu'il y a les mots-clés. Et ça, je trouve que c'est quand même vraiment puissant parce que tu arrives sur un peu des recherches intentionnistes et du coup, tu peux te positionner très, très en amont. Et le problème, en fait, de Pinterest, c'est que je vais pas dire de chiffres comme ça au hasard, mais je pense que tu as au moins 50% des personnes qui ciblent qui n'utilisent pas du tout les mots-clés. Parce que la majorité des personnes mixent les centres d'intérêt et les mots-clés. Et vu que tu mixes,
Pinterest va privilégier à chaque fois les centres d'intérêt. Et vu que Ok. tu as la majorité des personnes qui lancent là-dessus, finalement, tu n'as pas grand monde qui cible des personnes en intention qui sont vraiment là pour acheter. Et du coup, ça te laisse une place vraiment de dingue quoi, Ouais, pour te bah. positionner. C'est... Ouais, c'est... Bah, ils sont pas au courant. Maintenant, ils savent. Ouais. Bah après, c'est encore comme, c'est comme sur Meta, tu vois, tu as certaines stratégies qui sont poussées par les régies ou tu as des account managers qui vont donner certaines stratégies qui peuvent être bien pour des grands comptes, mais pas forcément adaptées pour tout le monde. C'est exactement la même chose. Enfin, pour chaque plateforme, c'est la même chose. Et c'est pour ça que ça crée un peu un phénomène où tout se mélange sur Pinterest en termes de centre d'intérêt et mots-clés, et d'où ce phénomène-là, quoi. Ça, c'est sur Meta, c'est un vrai calvaire. Tous les account managers, ils disent n'importe quoi. Ouais. Je pète mon crâne. À chaque fois, je vois un client qui me dit j'ai été contacté par Meta. Ils m'ont dit qu'il fallait enlever tous les trucs et faire un broad comme ça. Je dis, non, mais t'as rien compris. Laisse-les. Ils te donnent des stratégies pour des gens qui dépensent des centaines de milliers, voire des millions par mois. C'est pas du tout adapté à ce que tu fais. Ça te flingue un BM après. Bah ouais, ça te flingue le BM. Et il y en a qui viennent vers moi. Après, ils me disent moi, j'ai bossé avec les account managers Facebook. Ils m'ont dit de faire que des campagnes de trafic pour avoir plus d'audience. Je dis, mais pourquoi t'as pas fait de campagne de conversion si tu voulais des conversions? Moi, je dis, ils ont dit que c'était mieux. Ah non, ils disent n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Et après, ce qui est dur, des fois, c'est de reprendre le compte. Nous, on l'a pareil que toi, le cas de figure, et tu arrives sur un setup qui est mauvais, mais du coup, l'algo a eu des mauvais learnings finalement, et après, tu essaies de repartir sur une bonne phase, mais tu passes. Tu prends quelques semaines le temps de tout réadapter, que l'algo se recalibre, etc. Et ça, c'est des phénomènes, chaque plateforme. Parce que Pinterest aussi a du coup des account managers spécifiques qui vont appeler leurs clients en mode on vous donne des conseils gratos. C'est ça, ils sont bien réactifs, etc. Et je jette pas la pierre sur eux parce qu'il y en a qui sont vraiment géniaux, ultra compétents. C'est juste que des fois, il y a certains juniors justement qui arrivent chez Pinterest qui comprennent pas trop la plateforme, etc. et toutes leurs spécificités. Et c'est là où on peut avoir certaines problématiques. Après, ceux qui ont de l'expérience, qui sont expérimentés et qui justement ont pu gérer des gros budgets et qui ont une expérience dans le passé en e-commerce, là, il y a certains profils pépites, mais il y en a quand même pas beaucoup par rapport à la majorité des account managers. Mais ce qu'il faut dire, ce qui est intéressant sur Pinterest, c'est que le support, il est réactif. Ça là-dessus, tu vois, tu as une réponse en moins de 24-48 heures sans souci. Donc si tu es bloqué ou autre, ça c'est quand même cool. Certes, il y en a qui sont pas forcément bons, mais d'un autre côté, ils sont réactifs et ça c'est mieux que d'être laissé sans réponse. Donc, tu m'étonnes, ça c'est totalement méta ça. Support, les account managers sont très vifs pour appeler les clients et dire qu'il faut lancer du trafic, mais quand il y a des soucis, il n'y a plus personne. Tu vois. Ça c'est relou de fou. Sur Pinterest là-dessus, c'est vraiment un super point. Ils sont quand même bien réactifs. Après voilà, ils vont pas non plus tout débloquer si ça rentre pas dans les règles de Pinterest, ça c'est super important. Il y a certains domaines comme la perte de poids, etc., qui ne marchent pas sur Pinterest et qui ne sont pas tolérés par la plateforme. Mais hormis ça, derrière, même il y a des marques qui ont des soucis de blocage sur Facebook qui viennent sur Pinterest où il n'y en a pas du tout. Ça dépend vachement des thématiques, mais ils sont quand même assez soft. Parce que sur Facebook, tu vois, il y a beaucoup de blocages sur des avant-après, typiquement sur la perte de poids, ça c'est pas bien. Sur on va dire les désavantages physiques, genre l'acné, des trucs comme ça, si tu mets un avant-après avec de l'acné, Meta déteste ça et va avoir tendance à refuser les publicités. Et si tu forces, ils vont bloquer ton compte publicitaire. Donc vraiment à éviter. Si on se fait refuser des publicités une ou deux fois, faut stopper, quoi, faut changer les pubs. Mais du coup, sur Pinterest, est-ce que c'est autorisé, par exemple, des avant-après acné? Acné, non. Tout ce qui est même, comme tu l'as dit, tout ce qui touche au physique, etc., qui peut être un peu discriminant, ça, ils évitent. Perte de poids, pareil. Après un avant-après en homme décor, ça marche, tu vois. Ça y a pas de souci, ça dépend vachement des thématiques. Celui-là, je pense qu'il passe aussi sur Meta. Celui-là, il passe, et la thématique CBD aussi, je sais que sur Meta, c'est très très mal vu. J'ai quelques comptes que j'arrive à faire passer en filoutant un peu sur quelques mots, mais c'est pas natif, quoi. C'est pareil sur Pinterest, faut filouter, Et en termes de thématique, c'est à peu près pareil, sauf que en fait, l'algo est un peu moins puissant sur... l'algo de Pinterest est un peu moins puissant pour décerner. Donc, si tu veux filouter, tu as peut-être un peu plus de marge, on va dire. Mais donc, nous, on arrive à faire passer certaines créatives, même thématiques des sex toys, tu vois. Tu penses ça sur Meta, c'est chaud. Sur Pinterest, on arrive à en faire passer, mais c'est assez galère. Le niveau de complexité est important parce que tu as différents facteurs et l'algo, il suffit le robot, dès qu'il voit un mot-clé relié à ça, derrière, il te flingue. Du coup, il faut vraiment passer par des landing pages spécifiques, détourner un peu l'algo. Mais mais sinon, de base, c'est pas
fassent des choses qui sont pas tolérées par Pinterest, ça se comprend. Ouais. Parce qu'ils veulent vraiment un mood positif, Pinterest en plus. Ils veulent vraiment avoir une plateforme qui soit saine. Et ce qui est cool sur la plateforme, mine de rien, c'est que les personnes ressortent. Quand tu fais un scroll de réseaux sociaux, tu peux te sentir mal après parce que tu es en phénomène de comparaison, etc. Non, sur Pinterest, tu t'inspires, c'est par rapport à toi, tu vois, c'est juste de la déco. Ouais, c'est un mood quand même assez positif. Ça qui est c'est pas des gens qui viennent flex en mode regarde l'intérieur de mon salon, c'est une dinguerie. Il n'y a pas ça, ouais. Non. Là, tu vois juste des beaux trucs et tu dis ah ouais, ça c'est stylé, j'aimerais bien le refaire chez moi. Mais tu sais pas qui forcément est derrière. Est-ce que tu as des influenceurs sur Pinterest? Très peu. Il y a Clem Around the Corner, c'est un des plus gros compte dans la déco, mais tu vois, il a même pas 1 million d'abonnés. Alors que sur Instagram, 1 million, c'est bien, mais c'est par rapport aux gros comptes qui ont plusieurs centaines de millions, c'est pas grand-chose. Sur Pinterest, c'est l'un des plus gros comptes. Il y en a quelques-uns, mais vu qu'on est sur de l'inspirationnel, comme on l'a dit juste avant, c'est pas très développé. Mais par contre, faire des collabs avec des comptes comme ça peut être vraiment un moyen d'aller très vite, et justement de hacker certains codes pour piocher dans leur poche d'audience et derrière avoir de bonnes conversions. Mais c'est pas quelque chose qui est très développé, le marketing d'influence sur Pinterest, vu que c'est pas une plateforme qui est taillée pour ça de base. Il y a des choses à aller chercher, mais c'est pas encore très développé. Ça devrait arriver bientôt, mais pas encore. Ok, du coup, Pinterest arrive vraiment dans cette étape 1, on va dire, du funnel d'acquisition, qui est donc prendre connaissance, s'inspirer, voir un petit peu ce qu'on pourrait mettre en place. Et ensuite, tu as toutes les manières de retargeter derrière avec soit tu peux faire du reciblage aussi avec Pinterest. Reciblage, visiteurs, add to cart, tu peux tout spécifier en fonction des poches d'audience que tu crées. Et tu as même des audiences d'engagement. On prenait l'exemple d'une marque, tu vois, qui utilise un flux shopping de base et qui plug ça sans rien faire. Si elle voit qu'il y a un des produits qui marche super bien, elle va pouvoir recibler toutes les personnes qui ont interagi avec ce même produit en publicité. Donc, tu peux faire du ciblage qui est très précis en retargeting. Donc, tu as à peu près les mêmes fonctionnalités que sur Meta. Tu as également tout ce qui est lookalike. Donc, ça s'appelle Act-like. À chaque fois, ils modifient un peu le nom. Ils ont tout changé. Ils ont vraiment changé un tout petit peu. Ouais, c'est ça. Mais c'est exactement la même chose. Après, c'est pas... Sur Facebook, ça peut être très performant. Sur Pinterest, l'algo, je trouve, il n'est pas encore très calibré là-dessus. C'est bien en phase de scaling, mais dans un premier temps, il faut vraiment que le pixel soit bien nourri, parce que sinon, au démarrage, ta campagne, elle prendra pas. Donc voilà, en termes de typologie. Et du coup, en démarrage, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce qu'il vaut mieux commencer sur un produit ou sur un flux de catalogue et essayer de voir quel produit prend le mieux pour après se concentrer dessus? Si on devait démarrer là, ce serait quoi un peu? Tout dépend du nombre de produits de la boutique. S'il y en a vraiment beaucoup, on est un peu indécis sur le choix de produits. C'est vraiment une très bonne manière justement de démarrer avec des campagnes de shopping et on voit où est-ce que ça dépense et où est-ce qu'il y a du retour sur investissement. Mais sinon, si on a un peu moins de produits, ou on sait en tout cas quel est le best-seller, parce qu'on a déjà testé auparavant sur Meta, Google, là-dessus on peut directement partir sur ces produits-là qui ont déjà été validés et faire les deux tests en parallèle à la limite pour voir s'il n'y en a pas d'autres qui se démarquent. Parce que ce qu'on voit, c'est que nous, on aime bien quand même partir sur un setup où on part quand même sur des produits qui sont validés sur Facebook pour justement passer cette phase d'apprentissage où on sait que l'algo va galérer. Donc autant l'aider un peu pour qu'il parte sur des produits qui sont validés. Et après, une fois qu'on a ça, cette traction, un pixel qui est chaud, derrière, pour étendre, c'est encore plus facile. Donc vaut mieux partir même en termes de créatif. Si tu sais que tu as une créative UGC qui marche super bien sur Meta et que tu veux la retester sur Pinterest, vaut mieux partir là-dessus où tu sais que tu fournis des bonnes choses à l'algo et après, tu étends plus dans un second temps, quoi. Ok. Donc, au début, peut-être prendre un des best-sellers ou 2 ou 3 et tester sur ceux-là pour aller ensuite, après, scaler le budget. Et voilà. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Et en termes de scaling, pour en parler rapidement de cette partie-là, Pinterest, il encaisse vraiment super mal les changements de budget dans la campagne. Donc, tu vois, tu veux passer une campagne de 20 € par jour à 40 € par jour. Si tu augmentes le budget, tu fais de 20 à 30 et 30 à 40 assez rapidement. L'algo, il va pas du tout aimer ça. Tu vas passer en phase d'apprentissage et tu vas retomber dans des résultats qui sont vraiment pas bons. Ça, c'est super important de comprendre Pinterest en termes de scaling. C'est du scaling qu'on appelle plus horizontal, où tu vas faire plus de la duplication de campagne. Ok, tu as cette campagne-là qui marche bien, avec cette créa-là, ce centre d'intérêt-là. Je vais la dupliquer, je vais tester des mots-clés, typiquement, ou je vais tester un autre centre d'intérêt. Donc, pour faire du scaling, on va stacker des campagnes les unes à côté des autres. Et si on veut faire une modification,
vu qu'on sait qu'on peut avoir potentiellement une phase d'apprentissage, ben, ça chamboule pas tout dans 2 ou 3 campagnes. Sur Facebook, on peut avoir un setup avec 2-3 campagnes qui marchent bien. Ouais. On peut scaler super fort, ça marche très bien. Sur Pinterest, c'est pas le cas, enfin pas encore en tout cas. Je pense que ça le sera dans plusieurs années, mais là, l'algo, il est pas calibré pour ça. On est un peu sur le Facebook de 2017, hein, mine de rien. Où il faut un peu bidouiller certaines choses, etc. C'est plus technique. Ok. Mais du coup, il y a plus de stacking de campagnes. Ça se passe comme ça en termes de scaling, ouais. Ok, d'accord. Ouais, sur Facebook, c'est vrai que c'est différent. Là, si tu veux scale, tu as une campagne, on va dire, qui est à 100 euros par jour. Tu mets pas 200 direct, parce que pareil, tu vas retourner dans une phase d'apprentissage. Mais la manière, on va dire, la pratique un peu commune, ça va être d'augmenter le budget de 10-15% par jour ou tous les 2 jours. Et voilà, comme ça, en une semaine, tu peux quasiment faire x2 déjà sur le budget. Et tu y vas quand même progressivement, parce que ça t'évite de mais il encaisse bien quand même. Ouais, il encaisse bien. Et puis après, comme tu disais, tu peux aussi faire des duplications. Moi, c'est des trucs que j'aime bien faire, parce que souvent, tu as des campagnes qui marchent. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des campagnes qui fonctionnaient super bien. J'augmente trop vite le budget. Résultat, il chute. Je suis dégoûté, tu vois. Donc, ce que je fais, j'augmente très peu, genre de 10%. Et en parallèle, je duplique cette même campagne avec un budget tout de suite plus élevé. Tu dis, est-ce que ça va tenir? Tu te dis, et puis après, tu reviens 3 jours après et tu dis, putain, c'est tout tombé, les performances, dégoûté. Ou à l'inverse, putain, j'aurais dû mettre plus. Ça arrive souvent. Parce que des fois, tu sais, t'as les grosses périodes qui arrivent. Tu dis, j'ai envie de dépenser 600 euros par jour. On était à 200. Le x3, il va peut-être faire mal. Mais en même temps, la promo, elle dure 4 jours. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, souvent, là, je duplique la campagne. Je mets directement un budget fort. Parce que sur les périodes de fort achat, on sait que ça marche. Et au pire, ça marche pas, je la coupe. Et l'autre, elle a pas perdu son apprentissage, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est du coup le scale peut-être mieux adapté sur mes tags sur Pinterest. Ouais, c'est ça. En fait, il est différent parce que tu peux vite monter sur Pinterest. Mais c'est juste, voilà, faut avoir pas mal de campagnes. Et nous, tu vois, sur un compte à 500-600 euros par jour, on est à 20 campagnes en moyenne. Ah ouais, c'est beaucoup de campagnes avec des faibles budgets et certaines avec des plus gros budgets. Mais globalement, c'est souvent des petites campagnes en cumulé. Et elles s'alimentent entre elles. Juste qu'il ne faut pas faire, c'est pas dupliquer bêtement sa campagne sans faire aucun ajustement, parce que sinon tu peux rentrer en confrontation avec toi-même sur certaines campagnes, quoi. C'est dommage ça. Ça, c'est dommage. Et ça, en fait, tu le vois. Enfin, c'est un peu fourbe, hein, parce que si tu le fais, tu vas pas le voir au bout de 1-2 semaines. Mais c'est justement après, au bout de 3-4 semaines, là, tu vois vraiment que tes CPM ils augmentent, tes CPC ils augmentent. Tout ça parce que tu t'es rentré en concurrence et derrière, limite, tu repars un peu à zéro. Donc, il faut faire vraiment gaffe à ça. De à chaque fois changer certaines variables en termes de ciblage pour pas toucher les mêmes cœurs d'audience, quoi. Ouais, genre changer les mots-clés ou alors changer les créas ou vraiment avoir un élément de différenciation par rapport à l'autre campagne, sinon ça n'a aucun sens de faire de même, quoi. Et en termes de bonnes pratiques, j'y pense. Mais BABA, j'en ai pas parlé, mais c'est comme sur Facebook, hein, vraiment. Et certaines personnes peuvent dire lancer des campagnes en trafic, notoriété haute, mais vraiment la partie conversion, les shopping fonctionne extrêmement bien, donc faut se focus à 100% là-dessus. Hein, Est-ce que tu as plusieurs objectifs sur Pinterest? Ouais, tu les as aussi, ouais. Notoriété, vue de vidéo et intérêt, enfin tout ce qui est trafic, quoi, globalement. Mais le truc, c'est que ça peut être bien dès qu'il y a vraiment des gros volumes de spend, mais dans 95% des cas, les campagnes de conversion sont déjà très performantes et amènent vraiment des profils acheteurs, quoi. Surtout que même les campagnes de conversion ont des coûts de diffusion qui sont pas si chers que ça. Non, tu disais. le gap de CPM est pas ouf entre les deux. Rien, donc ça sert à pas grand-chose, sauf si justement il y a vraiment une vocation de... sur un e-commerce, un gros retail qui veut driver du trafic en magasin et qui s'en fout d'avoir du trafic en site, sur le site, là ça fait sens. Mais dans la majorité des cas, conversion shopping, c'est le plus performant. Et c'est vraiment l'idéal de partir là-dessus. Ouais, ça tu fais bien de le préciser parce qu'il y en a des fois qui pensent que sous conseil d'un manager parfois, il faut déjà d'un premier temps alimenter le pixel avec une campagne trafic qui coûte pas cher pour ensuite faire du retargeting en conversion. Et comme ça, tu flingues tout ton budget. Voilà, bravo, t'as tout gagné. Alors que non, tu fais une campagne de conversion. Pourquoi? Parce que tu veux des ventes et tu veux que l'algo te ramène des personnes qui achètent. Aussi simple que ça. Si tu fais une campagne de trafic, tu vas ramener des touristes sur ton site qui vont rien acheter et tu auras cramé ton budget pour pas grand-chose, quoi. Et en plus, ça l'optimise pas parce que le pixel va être habitué à recevoir que des gens qui achètent pas. Donc au final, t'as un pixel ça flingue le pixel, ça flingue tout. C'est terrible. Donc même sur Pinterest, c'est conversion, quoi. Il s'appelle conversion aussi ou ils l'ont changé? Non, celui-là, il s'appelle vraiment conversion. Shopping, ça s'appelle vente par catalogue, mais c'est le shopping. Et non, globalement, c'est ça. Ok, débat. Et un petit dernier point, c'est qu'en termes de page de redirection aussi, sur Pinterest, tu as des épingles à gauche, à droite, donc tu navigues pour t'inspirer. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de garder ce momentum-là d'inspiration des personnes.
Donc, comment faire? Ça peut être redirigé typiquement vers des pages de collection où la personne s'inspire sur Pinterest et le but, c'est qu'elle s'inspire aussi sur le site avec différents produits. Donc ça, c'est des pages de redirection qui marchent quand même très bien, peut-être plus que sur Meta. Je n'ai pas l'expérience sur Meta, là-dessus, sur la redirection page de collection, ça peut très bien marcher. Mais sur Pinterest, c'est des types de redirection qui marchent très bien. Donc les personnes s'inspirent et les personnes sont très curieuses, scrollent beaucoup. Et c'est bien de les lancer dans ce mindset-là d'inspiration, plutôt que sur de la page produit qui est fermée. Sur ce premier touchpoint qui est un peu en amont, c'est pas forcément l'idéal. J'en parlais avec Sébastien la dernière fois à Tortue, du coup, sur les landing pages, où est-ce qu'on envoie le trafic. Effectivement, quand tu envoies ton trafic que sur une page d'accueil, il y a trop on va dire, d'éléments dérangeurs, tu vois, de distractions. Trop de distractions quand on va sur une page d'accueil. C'est trop brut quand on va cache sur la page produit. Donc, l'idéal, c'est de faire des pages de vente, des landing pages. Il en parlait aussi, justement. Ouais, et tu as plus de taux de conversion parce que déjà, les gens à la base, ils sont pas là pour acheter, ils cliquent parce que ça les intéresse. Et c'est là que tu leur racontes un peu une histoire, tu leur racontes pourquoi le produit est bien, pourquoi il y a beaucoup de monde qui l'a, tu vois, tu mets un peu de preuve sociale, pourquoi est-ce que ça peut convenir à ses attentes, etc. Et hop, après, tu montres le produit avec le prix. Et là, il a déjà un peu été préparé, il a été convaincu, il a eu des arguments avant de voir le prix. Parce que quand tu vois le prix tout de suite, c'est un petit truc, tu fais, oh putain, c'est cher, ouais, j'en ai pas besoin tout de suite. Alors que quand tu le lis, tu dis, ah ouais, en fait, c'est bien, j'en ai besoin, tu vois le prix. C'est plus le même process, quoi. Donc c'est vrai que les pages faut voir. Et sinon, en termes d'erreurs à éviter, donc on a parlé d'éviter de faire des campagnes de trafic, d'éviter de démarrer trop fort en budget aussi. Démarrer trop fort en budget, ça sert à rien, en fait. Brûler pour brûler, c'est comme sur Meta, ça sert à rien de dépenser 200 € par jour d'un moment. Si ça marche pas avec 50 ou 100, ça marchera pas mieux avec 200. Donc autant s'entraîner, commencer, trouver ce qui fonctionne avec des budgets mieux. Et l'avantage de Pinterest, c'est que les budgets sont assez faibles au final, donc ça c'est top. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme erreur qu'on peut mettre? Un pôle que j'ai pas parlé du tout, c'est avant de lancer des campagnes publicitaires sur Pinterest, ce qui est important, c'est de travailler un minimum l'image de marque du compte Pinterest. C'est comme sur Instagram, tu vois, tu dois avoir un compte qui a un minimum, avec un minimum d'abonnés, etc., pour essayer de maximiser la trust. Sur Pinterest, c'est à peu près la même chose. Mais c'est plus une notion visuelle où tu vas ajouter différentes épingles, donc les différents visuels que tu as sur le site, tu vas les mettre sur Pinterest. Et ça, c'est important parce que tu as des personnes qui ne vont pas cliquer directement sur la publicité, mais sur le profil pour un peu voir, du coup, avant, en amont, qu'est-ce que fait cette marque, qu'est-ce qu'il propose. Et du coup, c'est vraiment un point qui peut drainer vers le bas tes retours sur investissement si tu ne le fais pas. Parce que s'ils cliquent dessus, ils voient qu'il n'y a rien, ils vont se dire, c'est un scam ou quoi, ce truc. C'est ça, exactement. Et ça, il y a pas mal de... La personne qui se lance, qui néglige un peu cette partie-là, alors que ça prend clairement 2 heures à tout casser pour faire vraiment quelque chose un minimum propre. Parce que du coup, c'est comme des posts Insta ou alors c'est juste vraiment des thématiques, des inspi, des photos pour décorer, quoi? Alors en fait, tu as le fonctionnement de tableaux. Donc les tableaux, c'est des catégories dans lesquelles tu vas classer des épingles. Donc admettons, tu es un site dans la décoration. Tu peux, on reprend l'exemple, tu peux créer un tableau chambre, cuisine, salle de bain en fonction des produits que tu as. Et à l'intérieur, dans la chambre, tu vas mettre tout ce qui est lit, le mobilier de la chambre, qui reprennent un peu les catégories du site. En fait, tu reprends les catégories du site, et chaque catégorie du site, c'est un tableau. Et ce tableau-là, tu vas, à l'intérieur, mettre des épingles. Donc, les épingles, c'est tout ce qui est visuel, images, vidéo, etc., pour que les personnes puissent s'inspirer. Il faut que le compte Pinterest soit un peu l'image de ton site web, en fait. Et que les personnes comprennent directement, il y a telle thématique, je peux acheter... il y a telle thématique de produit. Derrière, je peux acheter cette typologie-là de produits. Et maintenant, je vais sur le site parce que ça m'intéresse. Donc, c'est pour ça que c'est important de juste travailler cette partie-là. Moi, je conseille de créer 5 tableaux au démarrage, en reprenant les top catégories du site. Et derrière, à l'intérieur de ces tableaux, mettre entre 10 et 15 visuels, donc images ou vidéos. Et ça prend pas forcément beaucoup de temps, mais c'est très 80-20 parce que les personnes, quand elles arrivent sur le site, elles comprennent rapidement. Et même si c'est pas le compte le plus fourni du monde, au moins elles ont un aperçu et le facteur confiance est maintenu. Donc ça, c'est important. C'est ça. Si tu as une marque, par exemple, sur Insta qui diffuse des publicités, tu cliques dessus et tu vois ce profil n'a aucune photo, tu dis bizarre le truc. Donc sur Pinterest, au final, c'est la même chose. Si tu n'as rien, ils vont se dire c'est bizarre, passe à autre chose, quoi. C'est exactement ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. La partie image de marque, ça ne veut pas dire qu'il faut vraiment avoir une stratégie organique où il faut publier tous les jours, etc. Juste faire cette première phase-là. Donc ça, c'est vraiment une des grosses erreurs que je vois à chaque fois. Ça a un vrai intérêt, du coup, de faire cette partie organique aussi que tu viens de mentionner, où tu fais du contenu fréquemment? Ça dépend des volumes de recherche qui sont présents pour la marque et également du nombre de visuels qui sont à disposition. C'est intéressant s'il y a une page de blog sur le site, parce qu'on va pouvoir faire typiquement
plusieurs épingles, donc images ou vidéos, qui pointent vers la page de redirection du blog. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Après, de manière générale, la stratégie organique, c'est un plus. Il y a des comptes qui font que de l'organique, ça marche très bien. Mais en fait, déjà, si tu as beaucoup de produits, rien que de plugger ton flux shopping, ça va te driver des ventes de manière un peu automatique, parce que tu es sur des personnes qui sont vraiment en intention. Et après, la stratégie organique, c'est un plus. Il y a des comptes qui font que ça marche très bien. Mais voilà, c'est plus une stratégie long terme comparée à de la publicité où tu peux diffuser quand même assez rapidement. Ça marche très bien, mais c'est des stratégies qui sont quand même assez différentes. Ok, au top. Et du coup, sur toutes ces entreprises-là, celles qui fonctionnent le mieux, comme tu disais, c'est beauté, déco, mode. Mode, ouais. Bijoux, comme tu l'as dit. Donc, c'est vraiment les top thématiques. Et après, il y a des sous-thématiques tu vois, qui marchent très bien. Tu vois, on accompagne Spring, c'est des lessives qui peuvent être livrées en boîte aux lettres. Et ça, il y a de l'intérêt sur Pinterest? Parce que je me dis, bizarre, personne va taper lessive sur Pinterest. Mais là, on est sur pas mal de ciblage par les deux centres d'intérêt et mots-clés. Ouais. On va cibler la ménagère, justement, française, parisienne, assez classique, sur des ciblages précis de mots-clés autour de l'éco-responsabilité, parce que c'est des valeurs de la marque qui retranscrivent à fond. Et quand on arrive à toucher ce cœur de cible-là, finalement, on arrive à driver pas mal de trafic qui va alimenter derrière les bases d'audience de Facebook. Ouais. Mais en soi, il y a aussi beaucoup de do-it-yourself qui marche bien sur Pinterest. Okay. Et ça, là-dessus, c'est des créas qu'on met où, tu vois, une créa UGC où on voit une personne qui insère la lessive dans son lave-vaisselle et derrière qui explique typiquement les bienfaits, qu'elle est livrée chaque semaine dans sa boîte aux lettres, etc. Ça marche très bien comme créa. Donc là-dessus, ouais. Ce qu'il faut surtout, c'est que l'audience match. Et là, l'audience de Spring, c'est principalement des mères de famille, plus de 25 ans. Donc l'audience parfaite de Pinterest. Et c'est pour ça que ça match bien. Trop bien. Et ça nous fait pas mal d'infos. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en dernière erreur? Ça nous fait déjà 45 minutes. On a donné les bonnes pratiques. On a donné pas mal d'erreurs à éviter. Qu'est-ce qu'on a comme sujet encore qu'on n'aurait pas traité? Alors, c'est ça qui est bien quand on n'a pas de script dans une vidéo. c'est qu'on discute, hop, ça va tout de suite et à la fin on se dit bon attends, qu'est-ce qu'on n'a pas traité là, parce qu'on est allé super vite. Ce qu'on n'a pas traité, c'est au niveau de la saisonnalité, au dernier trimestre typiquement de l'année. Ouais, il y a des vraies strates. Moi j'avais une question, mais bon, je sais pas si elle est un peu logique ou pas, mais tu vois, pour le B2B, est-ce que c'est quand même un bon endroit pour être C'est une Pinterest? très bonne question. Là-dessus, ça dépend des thématiques. Mais typiquement, le B2B, nous, on arrive bien à performer dans la déco. Ouais. Pour cibler les architectes, pour cibler tous les cœurs de métier qui peuvent toucher à la décoration, ça marche très bien. Tu vois, on vend beaucoup on a des marques dans la thématique des luminaires assez à étiquette, où on a des architectes qui font des commandes à plusieurs dizaines de milliers d'euros parce qu'ils vont aménager plein d'hôtels en même temps, plein de restaurants en même temps. Et ça marche très très bien. Donc pour certains secteurs dans la décoration, dans les top niches de Pinterest, ça peut marcher. Après, c'est assez dangereux dans d'autres thématiques, même le lead gen de manière générale sur Pinterest, c'est pas encore assez mature. Ok. Donc c'est pas des choses qui marchent très bien encore sur la plateforme, parce que l'algo est pas encore trop taillé pour ça. Ça arrivera, mais moi je pense qu'il va falloir encore une bonne année au minimum. Mais globalement, j'allais dire, il y a peut-être des niches très très spécifiques. Tu vois, la dernière fois j'y pensais parce que je regardais des tendances pour les s'inspirer et pour une de mes clientes, et en fait elle fait des ongles. Et du coup, je me disais, est-ce que sur Pinterest, il y a par exemple des prothésistes ongulaires ou des barres à ongles ou quoi qui se positionnent sur les recherches pour prendre rendez-vous au final, et peut-être ça doit marcher ça. Ça, il y en a, ouais, ça, il y en a. Mais en fait, c'est vraiment... les ongles, la beauté, c'est une des top thématiques de Pinterest, ça match. Mais en fait, dès que tu t'éloignes un peu de ces top thématiques, derrière, le B2B est un peu plus limité. Oui, si tu veux commander des bétonneuses, tu vas pas sur Pinterest. Ouais, c'est ça. Même tout ce qui est un peu, tu vois, même logiciel de manière générale, sur LinkedIn, Penny Lane ou autre, tu vois, sur Pinterest, ça ferait pas sens. Tu peux cibler quelques freelances à la limite. Il y a beaucoup de... Après, il y a des cœurs de métier assez intéressants, tout ce qui est graphiste, etc. Ils s'inspirent beaucoup sur Pinterest. Ouais. Encore une fois, il faut regarder en fonction du cœur de cible s'ils recherchent beaucoup de choses sur Pinterest. Mais le gros du marché est sur le B2C et pas sur le B2B, sur Pinterest. Mais au niveau de l'erreur dont on n'a pas parlé, c'est vraiment se calquer et suivre vraiment les saisonnalités. C'est super important. Donc là, typiquement... pour la fête des mères, il y a de gros volumes de recherche qui arrivent et vraiment c'est assez vénère en termes de volume de recherche. Il faut vraiment en profiter parce qu'il n'y a pas non plus énormément de marques qui utilisent ces phénomènes de saisonnalité. Ouais. Tu peux vraiment booster à fond les budgets publicitaires, passer même à plusieurs milliers d'euros par jour quand tu te rapproches de cette zone-là. Et sur Pinterest, plusieurs milliers d'euros par jour, c'est que tu cibles vraiment 6 millions de personnes à la journée, c'est quand même pas mal. Ouais.
Et ça, typiquement, ça se fait bien. Et sur le Q4, ce qui est intéressant, c'est de monter les budgets assez graduellement, mais quand même démarrer assez tôt, parce que les personnes, tu peux les influencer, encore une fois, en amont, avant même qu'elles prennent des décisions. Il y a beaucoup de volume de recherche autour des idées cadeaux. Sur Pinterest, c'est un moteur de recherche, et les personnes tapent vraiment idées cadeaux. Trop bien. Par exemple, les cadeaux de Noël, tu te positionnes à quel moment sur mois d'octobre, mois de novembre? Ça démarre entre mi et fin octobre. Okay. C'est quand même assez tôt. Et vraiment les premiers pics de recherche cadeaux de Noël, ça démarre septembre, pour te dire. Ah ouais. Et il y en a, ils sont vraiment early. Il y en a, ils sont vraiment early. Après, je conseille pas de démarrer aussitôt. Mais à partir de mi-octobre, fin octobre, ça commence à bien démarrer. Et après, tu commences à augmenter les budgets progressivement. C'est ça, progressivement. Et après, le mois de novembre... jusqu'à décembre, ça marche bien. Et même entre Noël et jour de l'an, c'est des phases qui sont super intéressantes parce qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui se barrent et finalement, c'est des zones assez intéressantes. Et tout ce qui est phénomène de rentrée, les personnes utilisent Pinterest pour planifier, encore une fois. On planifie les nouvelles routines. Pour Spring, on en parlait, routine justement, plus ce qui tourne autour de l'ordre ménager, insérer cette nouvelle habitude-là, ça fait sens. Donc tous les phénomènes de rentrée, début d'année et rentrée des classes, c'est des top phénomènes avec des gros volumes de recherche en termes de mots-clés. Okay. Donc jouer sur ces facteurs de saisonnalité, c'est surpuissant. Vraiment, et puis du coup, les anticiper 1 ou 2 mois à l'avance, quoi. Ouais, parce qu'en fait, même sur la partie organique, tu vois, si tu veux performer en organique, tu te dis, ok, admettons, la rentrée des classes, on part du postulat que c'est aux alentours du 1er septembre. Ce qu'il faut anticiper, c'est que pour les créatives, etc., les préparer, ça se fait sur le début août, le temps de lancer les publicités, que l'algo chauffe. Faut lancer les campagnes vers le 15 août. Et là-dessus, faut anticiper et pas arriver le 20 août et se dire, ok, je vais tout lancer. Parce que tu vas te taper toute la phase d'apprentissage qui n'est pas bonne sur Pinterest. Donc, il faut un peu anticiper et partir... un peu en avance et encore plus que Meta typiquement. Ok, ouais, mais ça c'est vrai que les gens ils pensent pas forcément, tu vois, peut-être sur la fête des mères ils vont commencer à se positionner le début mai, alors qu'au final il fallait se positionner en avril, quoi. C'est ça. Là, pour la fête des mères par exemple, c'est quoi, c'est en juin? Ouais, c'est tout début juin. Et tu te positionnes quand? Là, tu es déjà positionné en fin avril? Non, pas encore. La semaine prochaine. Okay. C'est vraiment début mai, ouais. Un mois d'avance, c'est parfait, parce qu'en fait, tu vas monter progressivement tes budgets, tu vas voir l'attraction, qu'est-ce que ça va donner. Et en fait, tu chauffes des bases d'audience. En fait, si tu arrives à être rentable sur les 2 premières semaines, tu sais que tu vas cartonner, parce que c'est ces audiences-là que tu éduques et qui vont acheter souvent à la fin. Ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent, c'est assez asymétrique, où les gros retours sur l'investissement, tu les fais vraiment sur la fin, mais en fait, il ne faut pas oublier tout le travail d'éducation que tu as fait de base. Et ça, c'est super important du coup de bien booster les campagnes de reciblage, même sur toutes les plateformes, sur Meta, sur Google, etc. Mais ce premier touchpoint et cette influence, tu l'as fait un peu en amont. C'est pour ça qu'il faut démarrer un peu plus tôt. Mais un mois d'avance, c'est vraiment parfait, c'est idéal. Ça, c'est ça aussi, c'est super intéressant ce que tu as dit sur les campagnes de reciblage qu'il faut faire avec les autres canaux. Parce que sur Facebook, par exemple, si tu n'as qu'une campagne, si tu n'as qu'un canal d'acquisition qui est Meta, la campagne de reciblage n'est pas forcément pertinente parce que dessus, tu auras déjà tout le trafic Meta que Meta connaît et peut réaffecter automatiquement, même sur des campagnes d'acquisition. Il va te le faire, il va avoir une fréquence assez intéressante. Mais par contre, la campagne de reciblage, elle revient hyper intéressante à partir du moment où tu as plusieurs canaux. Donc si tu mets du Snap, du TikTok, du Pinterest, même du Google, en fait, c'est là que Facebook va avoir des nouveaux visiteurs qui viennent pas de Facebook, mais il va les identifier quand même. Et là, il va pouvoir leur diffuser à eux parce que c'est plus pertinent, tu vois. Donc, super intéressant quand tu as plusieurs canaux comme ça de mettre du retargeting. Et inversement, même s'il y a plusieurs canaux, sur Pinterest aussi, ça fait un touchpoint supplémentaire. Et ça, de rester top of mind de ces personnes, c'est ultra important. Et sur Pinterest, en retargeting, vu que tu as des coûts pubs qui sont faibles, pas besoin de mettre des gros budgets en soi. Vu que tu as des coûts qui sont faibles, ne serait-ce qu'avec. T'imagines, à 5 €, tu récibles 2-3 000 personnes. Je suis en train de me faire des calculs. Je me sors pas un 50 centimes par jour. Non, en vrai, tu n'as vraiment pas beaucoup à mettre. Genre quoi, 1-2 € par jour? Ça dépend des tailles d'audience, mais en soi, si tu as des tailles d'audience inférieures à 1000 personnes, 2-3 € par jour. C'est cool. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est que parce que tu peux vite dépenser beaucoup et en fait, ça va juste augmenter tes CPM, quoi. Donc au final, tu vas cibler le même nombre de personnes vu que tu es sur une base d'audience restreinte. Donc, ce qui est important, c'est pour monitorer ces campagnes-là, c'est vraiment d'arbitrer un peu au CPM parce que tu vas vite quand ils décrochent pour trouver un ratio qui soit bon. Donc on vise un CPM, tu vois, entre 3 € et 4 € en retargeting, un peu plus élevé. Parce que c'est une audience qui est plus chaude, etc., qu'on veut quand même bien travailler. Mais il ne faut pas que ça les dépasse, parce qu'après, c'est souvent pas bon signe. Enfin, c'est qu'on dépense trop. Je vois. Au top.
Eh ben écoute, c'est tout bon. Merci beaucoup Luc Avec plaisir. pour tout ce contenu. C'est passé super vite, c'était super intéressant. Merci. Et merci à toi. Franchement, j'espère que ça aurait pu Où est-ce aider qu'on pas peut mal te de... retrouver aussi d'ailleurs? Parce que je sais que tu publies pas mal de contenu aussi. Tu fais des vidéos super quali sur YouTube. C'est quoi ta chaîne? Yes, bah, c'est Luc Bermond, donc Bermond Bermond. Ouais. Et là-dessus, du coup, bah, je partage différents tutos par rapport à Pinterest, plus la partie opérationnelle, donc comment lancer les campagnes, etc. Et après sur LinkedIn également. Donc je publie sur ces deux plateformes-là, donc pour me contacter, n'hésitez pas. Et avec ton agence aussi, du coup, Ouais, Pinad. Pinaz, ouais, exact. Donc là, on accompagne différentes marques e-commerce, principalement à performer sur Pinterest, donc sur toutes ces stratégies-là, où on gère à la fois la partie ads, la partie image de marque, la partie organique, sur des offres qui sont clés en main. On a également de l'accompagnement, ça dépend. En fait, on a différentes formules en fonction des besoins des marques, quoi, globalement. Génial. Eh ben, merci beaucoup. À Merci très à toi. vite. Et puis voilà. Ciao. Ciao, merci.